La notion de silence 2 secondes, bof. Hein. Ouais, bof. Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Je suis dans le village de San Giorgio, le village de ma maman, et qui est pas très loin. Pour ceux qui ont lu mon roman Giuseppe, nous sommes d'ailleurs le 12 septembre ou le 11 septembre 2020, et vous êtes 5000 à l'avoir acheté, à l'avoir commandé, donc je vous remercie. Vraiment, je ne m'attendais pas à autant de succès, autant de fidélité de votre part pour un roman qui est mon premier, donc avec un pari de... Si ça se trouve, c'était nul. Mais visiblement, vous êtes nombreux à m'avoir fait confiance et vos retours sont très positifs, donc merci beaucoup. Et donc voilà, je suis ici en Italie. Je ne sais pas si je vais prendre 2-3 prises. Nous sommes dans la région du ciment. Et vous savez, dans ce livre, Giuseppe, je raconte eh bien, dans la jeunesse de Giuseppe, comment il a vécu dans cette région du Piémont. Nous sommes ici donc en Italie, dans la région du Piémont, dans le département, c'est-à-dire la province d'Alessandria. Et j'ai ici une carte que je vais vous montrer. Voilà, alors la sous-région, ça s'appelle le Monferrato. Et nous sommes à mi-chemin entre Turin et Milan. Alors ici, on voit à peu près, on va voir si on voit, je ne sais pas si le focus est bon, mais en gros, pour ceux qui ont lu le livre Giuseppe, il y a ici des images des éléments de ciment. Ça, c'est les puits de sortie verticaux. Ça, c'était dans l'image de mineur. Ça, c'était le funiculaire qui amenait des chariots aériens de tuf. Voilà encore des mineurs. Ça, c'est une partie de l'usine qui faisait le ciment. Voilà. Et ce qu'on voit de l'autre côté, voilà les différents. Enfin, ça, c'est les ascenseurs d'entrée pour les mines, des puits verticaux. Voilà des images de mineurs de l'époque. Ça, c'est un ancien four qui brûle ce tuf pour en faire du ciment. Bref. Alors en fait, donc la ville, le chef-lieu de cette petite région, c'est donc Casale Monferrato, vous voyez, qui est une ancienne ville fortifiée du type Vauban, qui a fait pas mal de guerres, notamment entre le Piémont et l'Autriche-Hongrie. Il y a eu une bataille autour de Casale pour la possession du pont, qui est donc un endroit stratégique. Et donc il y a la rivière Pô, qui, si on continue ici, va à Turin. Et si on continue ici, va sur l'Adriatique, évidemment, mais beaucoup plus loin. Et je mentionnais dans le livre, Giuseppe, que sa famille était d'origine de Pontestura, qui est en fait un pont, un coin où il y a un passage en fait ancien sur le Pô. D'ailleurs, il y a encore une route principale. Il n'y a pas beaucoup de passages sur le Pô, il n'y a pas beaucoup de routes. Il y en a une, il y en a deux. Il n'y en a pas beaucoup qui traversent le Pô. Bref, et donc c'était des métayers, donc ils travaillaient, enfin c'était même pas des métayers, c'était des ouvriers agricoles qui travaillaient entre Pontestura et Quarti. Et leur famille, en fait, quand Giuseppe était tout petit, tout bébé, ont bougé dans le village d'Ozzano, et c'est là où il y a la cimenterie. Pourquoi il y a une cimenterie? Parce qu'en fait nous sommes dans une région de collines, de ce côté sud du Pô, alors que dans la partie nord, c'est ce qu'on appelle vraiment la plaine du Pô, et c'est tout plat, avec plutôt des rizières et des champs, mais beaucoup de rizières, parce que le Pô peut déborder en saison, et donc amener de l'eau sur les rizières. Et donc dans les collines, c'est une région avec cette pierre, le tuf, qui est une pierre un peu calcaire, et qui permet de faire de la chaux, et partir de la chaux du ciment. Enfin, c'est plutôt qui permet de faire directement du ciment, et avec de la chaux comme produit dérivé. Bref, et donc dans toute cette région, il y avait des mines qui partaient dans les collines. Et donc les mineurs travaillaient sous, donc il y a des kilomètres et des kilomètres de galeries, et ils creusaient en dessous, et puis régulièrement il y avait des puits d'aération qui remontaient, et puis des sortes d'ascenseurs qui remontaient les chariots remplis de matériaux, et qui ensuite étaient amenés par une sorte ce fameux funiculaire. Moi je me souviens très très bien de tout ça quand j'étais petit. Alors malheureusement avec le temps, ces pylônes commencent à s'effondrer de plus en plus, mais moi j'ai souvenir des dernières années où on voyait encore des petits chariots se balader. Bref, et donc c'est là où il y a cette région de ciment.
Bonjour à tous. Alors, en fait, je me suis dit ce matin, nous sommes un matin pas trop tôt, pas trop tard, mais comme il fait pas grand beau, en fait, j'ai posé les gosses devant la télé qui regardent des dessins animés en italien, et je me suis dit que je vais prendre une petite demi-heure, une petite heure, je ne sais pas, pour faire un tout petit tour avec vous de cette région qui enfin même pas une région, je vais vous faire ça sur quelques kilomètres carrés, à peine. Nous sommes en train de quitter donc le village d'origine de ma maman, San Giorgio, et on va aller vers le village où a vécu en fait toute sa vie, à part le moment que je décrit dans mon roman, donc Giuseppe. Et donc nous arrivons ici sur la rue qui est entre la ville de Casale et de Asti, ici au Monferrato, au Piémont. Voilà, il y a personne. On va essayer de ne pas croiser des flics, des carabiniers ou de la police. Alors voilà, donc c'est chacun de ces villages-rues en fait a une partie avec le château. Je ne sais pas si on la voit. Enfin bref, sur la colline. Et puis il y a une petite à chaque fois une petite rue avec les commerces en réalité. Ici il y a des coopératives vinicoles et tout. Et autour, voilà les collines. Voilà les coopératives vinicoles où mon grand-père venait amener son raisin pour faire du vin quand j'étais petit. Donc le papa de ma maman. Bref. Et donc vous voyez ces collines ici en fait, elles sont toutes creuses en fait à l'intérieur, parce que ce sont ces collines qui ont ce fameux tuf qui est le matériau naturel qui permet de créer du ciment. C'est un peu cette matière qu'utilisaient les Romains, qui utilisaient déjà depuis des milliers d'années les peuples anciens qui avaient découvert comment faire du ciment pour faire tenir des bâtiments gigantesques. Et puis c'est au 19e siècle qu'on a industrialisé la production ici. Et donc ces collines que vous voyez devant ou sur le côté, enfin je ne vais pas non plus faire un accident de voiture, eh bien elles sont particulièrement intéressantes puisque le chemin de fer qui va entre Milan, pour faire simple, et Turin a voilà, on le voit sur le côté, mais il est plus actif. Il a été voilà, il ne fonctionne plus cette partie-ci. Eh bien permettait à l'époque d'amener directement de la cimenterie qui est dans la vallée, dans la petite vallée, le ciment une fois qu'il était produit dans les grandes villes industrielles que sont Turin et Milan. Alors ça c'est un chemin qu'on faisait tout le temps à pied, à vélo entre les deux villages quand on était gamin. Donc c'est quelques kilomètres, c'est pas très long. On l'a souvent fait à vélo avec mon papa et puis à l'époque il y a très longtemps. Et puis on le faisait à pied et voilà, maintenant on est en voiture. Et donc là vraiment on ne se rend pas compte parce que vous voyez effectivement l'extérieur, mais à l'intérieur là-dessous c'est en fait creux. Il y a plein de galeries, plein de production de tuf. Et donc il y avait ces mines, il y avait deux très grands puits avec des grandes galeries qui rentraient sous terre. Et puis il y avait des puits secondaires où était sorti le truc. Alors voilà, on arrive à Ozzano Monferrato, qui est la petite ville. Et donc là on va voir parfaitement la différence entre la colline sur le côté, qui elle est une colline habitée, donc là ils n'ont pas creusé dessous, probablement elle est d'une matière un petit peu plus solide. On voit pas qu'elle est habitée de ce côté-ci. Et puis plutôt de l'autre côté, mais on voit pas non plus, qui sont les collines, le truc. Mais on va monter en hauteur ici. En fait je vais vous amener au cimetière, qui est le meilleur endroit pour tout voir de toute la vallée. Les cimetières sont souvent mis au meilleur endroit de ces villages, vous allez voir pourquoi. Et donc on s'y retrouve dans 2 minutes. Voilà, je reprends 1 minute plus tard ce reportage improvisé qui n'aura d'intérêt que pour une toute petite partie d'entre vous, mais c'est pas grave. Et donc voilà, on arrive, vous voyez, ça c'est la colline, le haut de la colline du côté habité. Et ici, ça c'est l'église Santa Maria. Et il y a
au moins 4 églises dans un petit village de quelques centaines d'habitants. Ça, c'est l'Italie. Et voici le cimetière. Le cimetière où d'ailleurs est enterrée ma grand-mère, ses frères et sœurs, donc mes grands-oncles et tout ça, tout ça. Enfin, voilà, le village. Et le village entier, évidemment. Alors voilà, là, il a besoin d'un petit peu d'entretien. Les pauvres arbres, ils ont l'air d'avoir eu chaud cet été. Bon, c'est comme ça. Et donc, on grimpe tout en haut sur la colline où il y a le cimetière, et qui est un cimetière typiquement du nord de l'Italie. Et on trouve ça dans quelques villes en France aussi, qui est un cimetière voilà, non seulement sur la colline, mais qui est fait comme une sorte de ville des morts. Alors, on arrête. Et je vais vous montrer 2-3 petites choses. Ça y est, je démonte ma voiture. Voilà. Alors, nous sommes sur la colline où il y a le cimetière qui est là, n'est-ce pas? Et nous voyons, pas très bien parce qu'il fait moche aujourd'hui. Enfin, c'est un jour un peu humide, mais pas assez chaud pour qu'il pleuve. Et en fait, on voit, on sent que les jardiniers sont pas passés tailler les arbres. On voit donc le village avec l'église principale, le château. Et en fait, est-ce qu'on voit l'ancienne maison de ma grand-mère? Non, pas très bien. Mais ma grand-mère habitait habitait là à peu près. Juste en dessous du château. On le voit pas très bien, mais bon, c'est pas grave. On s'en fout. Et donc, Giuseppe, quand je l'ai connu, quand j'étais né, il habitait avec ma grand-mère dans la partie haute du village. Et on ira tout à l'heure dans la partie en bas. On voit la cimenterie, mais on ira la voir en mieux. Et en fait, ces collines sont les collines, et il y en a encore une après, puis après derrière c'est le pot, comme je vous ai montré dans la carte, et après c'est tout plat. Ces collines sont les collines où était extrait à l'intérieur ce tuf qui permettait de faire le ciment. Et c'est une particularité géologique. Seulement à cet endroit ici du Monferrato, il y a cette matière. Allez, on va aller dans le cimetière. Voilà l'entrée du cimetière, avec toujours des monuments aux morts pour essentiellement la Première Guerre mondiale, et puis sur lesquels on a rajouté les morts de la Deuxième. Et comme il est traditionnel ici, eh bien, il y a des caveaux pour les familles qui souhaitent investir pour préserver leurs disparus, leurs morts. Et puis ceux qui ont peut-être moins de sous ou moins envie de le faire, ou à partir d'un certain temps, eh bien les ossements sont mis dans des plus gros caveaux qui sont, je dirais pas communs parce que c'est pas le terme, mais qui sont comme ça. Et les gens viennent, il y a accès pour ceux qui sont en haut, ils ont une meilleure vue. Il y a accès avec l'escalier, tout ça, puis les gens viennent poser des fleurs. Moi j'aime bien venir parce que plus je vieillis, plus je me rends compte que j'ai connu pas mal de ces gens. C'est normal. Mais voilà. Soit parce que je reconnais les photos, mais souvent, ou alors c'est les noms dont on parlait autour de la table, etc. Et voilà. Et donc voilà, et ça monte. Donc il y a ces allées. Et en fait, cette ville des morts, je trouve, est un côté assez... tout le monde vient ici, les dimanches, le 1er novembre particulièrement, évidemment. Les gens reviennent. Et donc parce qu'ils reviennent, les gens se retrouvent aussi autour des morts de leur village. Et donc ça fait village, ça fait peuple. C'est pas mal comme... Enfin, moi, je suis de ceux qui trouvent les cimetières pas du tout lugubres et pas du tout... voilà, qui font pas peur. Et puis, parfois, il faut les vider, il faut les changer. Les ossements sont regroupés quand ils sont trop âgés, trop vieux. Enfin, voilà. Et donc ici... il y a le caveau de ma famille, du côté de mon père. Et en fait, tout en haut, alors
on le voit pas très bien, il faut que je fasse s'il y a des reflets. Il y a... Non, on voit pas, on voit mal. Giuseppe. J'aurais dû prendre la clé, mince, qui est tout en haut. Giuseppe Vercelli. Voilà. Mort le 24 novembre 1989. Et né le 8 septembre 1907. Voilà, je sais pas si vous voyez. Enfin bon, peut-être vous voyez pas. Giuseppe Vercelli. Voilà. Donc voilà, c'est le caveau familial. J'aurais dû prendre les clés, j'aurais dû penser, mais ouais, voilà, c'est comme ça. Bref. Voilà. Petit partage, rien de bien. J'en suis même pas ému dans le sens où je suis tellement habitué à venir ici que c'est comme si je les voyais. Enfin, j'ai pas ce côté émouvant, genre c'est un côté très apaisé pour moi. Ah bah oui, là la vue est meilleure. C'est un côté très apaisant et apaisé le cimetière en Italie, celui où se trouve ma famille. Alors ouais, on voit la maison de ma grand-mère, c'est le château, et on voit juste un petit bout de toit. Donc c'était une super maison là-haut. Et on voit voilà, les collines dans lesquelles est extrait le ciment. Allez, on va aller voir la cimenterie, vite fait. Voilà, on est sorti du cimetière. Et en fait, je vais traverser le village. On voit là-haut donc la rue principale ici qui rentre dans Ozzano, la rue principale là-haut. Avec ce château qui est un peu baroque, comme ça, retapé. Enfin, c'est assez rigolo. Et l'église dans laquelle on a fait tous les baptêmes, on a eu tous les enterrements, on a eu de tout le monde depuis toujours. Et voilà, donc pour moi, c'est énormément de souvenirs d'enfance, mais comme je viens souvent, eh bien, ça va. Je suis pas hyper ému, je vais pas chialer pendant que je vous fais la vidéo. Là, il y a la boulangerie qui est devenue une sorte de petit magasin de produits régionaux. Ben, c'est comme ça, c'est l'évolution du truc. Malheureusement, je ne sais même pas s'il y a encore une boulangerie d'ici. Peut-être qu'ils font encore leur pain à côté de leurs produits. Là, ben voilà, on a ça c'était la grande place. Je vais faire un petit tour lentement. Où on venait toujours jouer, c'est en gros la place centrale du haut du village. Là, j'ai des amis qui habitent là que je vois encore, qui ont eux-mêmes des enfants, etc. Enfin, la vie continue, c'est ça qui est chouette dans ces villages. Et il faut garder contact quand on est d'origine de ces villages, quand on a la chance. Oui, c'est un village assez pauvre. Hein. Moi, je viens de familles relativement, même très pauvres en fait, et très simples. Et heureusement qu'on a fait un peu de pognon dans la technologie, parce qu'on ne sait pas si ce sera possible plus tard. Mais en gros, c'est sympa de pouvoir revenir dans le village. Alors, moi, j'ai fait ma base en Suisse, mais on aurait pu imaginer d'acheter la moitié du village et puis faire une monstre bad ici. Mais bon, voilà, la vie en décide autrement. C'est pas toujours. Voilà, les choix sont différents. Enfin bref, donc on va descendre vers le centre, vers le bas du village. Et parce que voilà, le village a une partie en haut qui à l'époque était la partie la plus bon marché. C'est pour ça que ça c'est l'école devant nous. C'est pour ça que ma grand-mère avait acheté une maison dans la partie haute du village, parce que les gens ils s'en foutaient de la vue. Ils voulaient être près des commerces quand il fallait marcher pour aller quelque part. Il valait mieux être près de la rue, près du chemin de fer, près des commerces, parce que si tu dois tout faire à pied. Voilà, là il y a le stade. On le voit pas très bien. Enfin, c'est un terrain de foot. Hein. Quand je dis stade. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on a Et puis voilà, puis on s'approche en fait du bas du village, de la grande rue qui longe le chemin de fer, qui est en grande partie désactivée maintenant. En tout cas, la partie à côté de laquelle on est passé tout à l'heure est désactivée. Et il y a encore parce que c'est pas très loin de la ville du coin, il y a encore pas mal de monde qui viennent ici, qui vivent ici parce que c'est moins cher. Donc il y a encore des commerces, il y a encore la poste. Dans les années 80, la situation était bien plus mauvaise parce que justement les cimenteries avaient fermé dans les années 80 totalement, elles n'ont jamais plus réouvert. Mais il a fallu du temps pour que justement les infrastructures soient réutilisées. Et puis dans les années 90-2000, eh bien, voilà, plus de monde sont arrivés. Donc voilà la gare.
avec toujours là aussi un monument aux morts. Et on va aller voir cette cimenterie, si je ne me trompe pas. Voilà, il y a un musée, si vous venez dans cette région, vous pouvez visiter le musée du ciment. Alors, je vois beaucoup de magasins fermés. Je pense que en 2020, ça a été une année terrible avec ce Covid. Et beaucoup de gens ont fait faillite, malheureusement. J'écoutais la radio, il disait qu'un tiers des restaurants étaient sur le point où on fait faillite. Donc voilà la gare et le chemin de fer qui est désaffecté, on le voit. On le voit très bien, ça fait assez friche industrielle, même ça fait complètement friche industrielle. Et voici voici un des vieux fours de la cimenterie. Il y a ça c'est les tout premiers, c'est les tout vieux. C'est ceux qui dataient du 19e siècle. Alors eux, ils étaient désaffectés depuis très longtemps, depuis les années 50. Et puis il y a eu des fours plus... Donc c'est totalement délabré, puis il ne faut pas y aller parce que ça peut s'écrouler ces trucs. Mais voilà, les bâtiments de l'administration sont un peu plus loin, c'est eux qui ont été transformés en musée. Et ils sont avec des installations entre guillemets plus modernes des années 60, 70, 80, enfin plutôt 60-70, puis ils ont fermé dans les années 80. Et là, en fait, on a des vestiges faudrait voir l'œil. Je n'ai pas pu vous les montrer parce qu'il faut quand même que je roule sur cette route. Il y a des vestiges de ces funiculaires qui amenaient, c'était assez beau à voir quand j'étais petit, de ces funiculaires qui amenaient ces éléments de matériaux qui étaient sortis de la mine. Voilà, ça c'est des autres éléments de mine qui ont été recyclés pour autre chose. Alors, c'est des habitations pas chères ou alors voilà, là on voit que c'est désaffecté. Mais ça fait aussi partie. Ça c'est une des entrées en fait des puits de forage, enfin où les mineurs rentraient. Il y a encore ces grands ascenseurs, ils ne marchaient plus évidemment, mais il y a ces grands ascenseurs qui descendaient plusieurs centaines de mètres sous terre et qui amenaient les mineurs. Et donc ça fait partie des restes. Je vais essayer de trouver une vue d'ensemble depuis le haut d'une colline. Je pense qu'on va pouvoir la trouver sans problème. Mais je préfère continuer à filmer des fois qu'on tombe sur deux, trois trucs intéressants. Parce que tout ici a été creusé, renforcé, parce qu'évidemment, il est arrivé que des morceaux de collines s'effondrent. J'ai jamais entendu. Voilà, ça c'est un de ces voilà, le gros puits d'entrée, le Cavallera, c'est un des grands puits. Enfin voilà. Et donc les puits, certains étaient horizontaux, donc il y avait une sorte de galerie qui s'enfonçait dans la colline, et d'autres étaient verticaux, c'est le cas de celui-ci. Et voilà. Et puis à côté, il y a des fermes, il y a des coins de forêt. Alors j'espère que là je suis en train de voilà, j'arrive à la fin d'une route, donc il va falloir que je fasse demi-tour probablement. À tout à l'heure. Voilà, et en fait demi-tour, en fait de ce côté-ci on le voit bien. Donc en fait c'était une sorte d'ascenseur où les mineurs se mettaient à, je sais pas, 50 probablement, et ils étaient amenés une sorte de monte-charge qui les descendait dans la mine. On va quand même faire, puisque je pensais pas revenir sur mes pas en voiture, donc je vais revenir je vais faire un tour vers le bâtiment principal. Je sais pas si c'est ouvert. On pourra voir de cette manière-ci où est ce bâtiment principal. Voilà. Et vous montrer les grands fours. Alors il faudrait pouvoir aller visiter. Je l'ai fait bien sûr, mais je ne sais pas si c'est ouvert aujourd'hui. Je sais pas si bon voilà. Mais franchement ça vaut la peine de venir, surtout pour la région, pour manger, pour être bien. Mais voilà
le bâtiment principal. Alors aujourd'hui, une partie est recyclée pour une autre ville. Bonjour madame. Et c'est là-bas derrière où se trouvent les fours, les grands fours. Non, eh bien le musée était de toute façon fermé et en fait il n'ouvre que sur rendez-vous. Parce qu'évidemment c'est vraiment petit quoi. Alors je reprends la route direction St. George à l'envers. Et heureusement voilà, il y a encore quelques commerces ouverts, mais ouais, je vois bien qu'ils ont subi cette année 2020, ça a été une année terrible ici en Italie comme ailleurs. Voilà, c'est malheureux pour rien en plus, c'est vraiment dommage. Mais voilà, ça fait partie de la prévoyance. Maintenant, il va falloir prévoir aussi les vraies pandémies qui te massacrent l'économie alors que bon, voilà, ça fait encore partie de gouvernement, l'État qui fout le bordel en fait dans les économies, qui est incapable de gérer, qui est souvent de plus en plus malveillant. Bon alors en Italie, vu les ozos qu'il y a au gouvernement, c'était pas de malveillant, c'était purement du ouais, enfin ils ont suivi les ordres, mais bon. On va prendre une petite route secondaire, celle-là elle va nous amener à St. George, mais elle va passer à travers pas mal de régions, des collines où il y a peut-être encore, en tout cas une vue de l'ensemble. Et voilà. Ce qui est marrant, quand j'écrivais le livre, j'étais allé donc justement dans ce musée, puis j'ai posé la question au conservateur. Et je lui disais comment il travaillait à l'époque, et puis j'avais un livre chez moi qui avait été imprimé par l'association, voilà, des anciens travailleurs de la cimenterie, etc., qui racontait la vie des mineurs, qui était une vie assez dure, parce que d'une part, au niveau du travail physique, voilà, casser avec des pics et des pelles de la roche, c'est jamais facile, hein, on est d'accord. Mais en plus, le fait que c'est du tuf, donc ça fait des micro-poussières qui rentrent dans les poumons et qui créent avec les années des problèmes voilà, d'incapacité pulmonaire, d'insuffisance pulmonaire, parce qu'évidemment ils bouchent les bronches. Et c'est connu, hein, c'est très connu cette maladie du mineur. Ceux qui travaillent dans le charbon, c'est encore pire visiblement, à ce qui paraît. Et en plus, il y a le risque dans le travail, le risque quotidien, c'est-à-dire le risque que ta galerie s'effondre, le risque que tu te retrouves perdu et coincé dans cette sous terre, avec si t'es pas mort directement dans l'effondrement de la galerie elle-même, le risque de finir étouffé avant que les secours n'arrivent, parce qu'évidemment ils organisaient des secours, ils envoyaient des équipes creuser pour essayer de récupérer l'endroit. Alors évidemment, pour pas que ça s'effondre, il fallait renforcer les galeries, et ces galeries étaient renforcées avec des poutres en bois, etc. Et le bois ça coûte cher, parce que il faut le couper, il faut l'acheter, le bois c'est cher, c'est pas... Et donc il y avait toujours des tiraillements entre la direction du ciment qui disait si on met trop de bois, c'est trop cher et on n'est plus rentable. Et évidemment les ouvriers qui disaient non, mais il nous faut quand même un peu plus de bois pour tenir, pour pas que ça s'effondre, sinon ça va vous coûter encore plus cher. Et donc il y a souvent eu ces conflits syndicaux, hein, on peut appeler ça comme ça, parce que ces ouvriers il y avait des syndicats à l'époque, hein, c'était pas après-guerre évidemment, mais même pendant la guerre, c'était pas sauvage, hein, même sous le régime fasciste et même avant. Il y avait des dialogues, hein, entre les patrons et les ouvriers, mais évidemment, plus on se syndicalise dans le monde ouvrier, plus on a en théorie de la force pour négocier. Et ça, jusqu'à ce que le syndicat se fasse acheter, évidemment. Et donc à ce moment-là, c'est foutu. C'est ce qui s'est passé dans tous les pays. En fait, les syndicats se font acheter et sont manipulés par des organisations trotsko-communistes qui elles-mêmes sont à la solde du grand capital, parce que c'est comme ça que ça marche. Parce qu'à la fin, elles sont cousins. Donc c'est comme ça. Bon, j'ai trouvé 2-3 trucs sympas à voir. Alors,
Alors. On va poser la voiture. 2 secondes. Et après, je vous montre encore un autre endroit. Alors. C'est parfait comme vue. Alors nous sommes sur la crête d'une des collines. Avec les antennes de téléphone nouvelles. Mais là, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que moi je suis un peu à contre-jour. Voilà la cimenterie. Alors on est passé près de celle-ci, l'ancienne. Là, j'étais en bas dans le creux tout à l'heure. Puis là, j'ai dû faire demi-tour. Là, vous voyez en fait Treville. Ça, c'est la colline d'Ozzano. Et ici, dans le creux, vous voyez l'usine, la cimenterie, qui est aujourd'hui, comme je dis, en musée, mais qui est plus en service. La partie industrielle, elle est en friche. Elle est conservée, mais sans plus. Et donc voilà. Et en fait, de toutes ces collines autour, là vous voyez la plaine du Pô, au fond. Derrière cette colline, c'est la rivière. Et vous voyez un puits. Et toutes ces collines, et je vous montrerai après les autres collines où il y a quelque chose d'assez exceptionnel, eh bien, à l'intérieur, tout était creusé et était ramené soit sous terre dans les galeries, soit parce que je vais vous le montrer par les funiculaires, était ramené dans l'usine où il y avait le Torino, Turin est par là, Milan est par là, et donc tu avais le chemin de fer. Et donc là, ils fabriquaient le truc. Alors rien d'exceptionnel, je vous montre pas non plus le centre Kennedy pour aller sur la Lune, mais voilà, c'était une petite industrie qui faisait tourner toute cette région. En plus de l'agriculture qui est traditionnelle ici, c'est quand même une belle région. Je sais pas si le soleil est pas très beau, mais vous voyez, c'est une grande région de collines agricoles. Ça ressemble à la Toscane, pour ceux qui connaissent la Toscane, en moins cher. Et donc voilà, typiquement une ferme qui serait une excellente base autonome durable. Voilà, avec, faudrait que je vérifie pour l'hydrographie, mais voilà, ici les gens ils se connaissent, ça vit encore. Ce sont des campagnes qui sont pas mortes. Ça c'est très chouette comme région, c'est pour ça que ma BAD numéro 2 elle est aussi ici au cas où, elle est moins bien que la première, mais enfin s'il faut que je me barre un jour de Suisse, je peux revenir ici. Et voilà, donc c'est pour ça que j'essaie d'amener mes enfants pour qu'ils connaissent le coin. Donc voilà, ça c'est le truc. On voit très bien ici, d'abord là, d'ailleurs, sur une des collines qu'on voit pas très bien. Là c'est encore un autre village, mais en fait elle est cachée juste par là. Mais voilà, on le voit tout juste. Ouais. On le voit mieux, je ne sais pas si vous allez le voir, mais en fait il y a le sanctuaire de Crea, qui est un sanctuaire dédié à Marie, à la Vierge. Et d'ailleurs, si vous voulez vous faire des vacances, où vous mangez bien, où vous n'êtes pas cher dans un endroit assez joli, c'est très joli toute l'année, mais je vous déconseille juillet-août, il fait trop chaud. Et en plus, vous pouvez faire un pèlerinage dans un sanctuaire de la Vierge Marie, si vous êtes catholique, ou même si vous êtes juste curieux de ce genre d'endroit. C'est très sympa. Et c'est tout à fait touchant de voir ce qui a été fait autour depuis des siècles. Et voilà, je vais vous montrer encore un coin, et puis ensuite on y va. Alors voilà, ça c'était le bout qui protégeait la route de ces funiculaires. Donc je me souviens très bien quand ils étaient en fonction. Et on va s'arrêter un peu plus loin. Voilà, peut-être sur le bord de la route, mais je ne vais pas tomber dans un trou. Alors voilà, là on le voit peut-être mieux, c'est moins en contre-jour. On a il reste ces pylônes, voilà, qui passent la route et qui amenaient à l'époque, je me souviens les avoir vus encore quand ils fonctionnaient, qui amenaient de différentes collines, tout allait vers la cimenterie. Alors voilà, c'est un petit témoignage de... Voilà, on rebrousse chemin. On rebrousse chemin pour revenir. Voilà, alors évidemment, le problème de ce ciment, on le voit pas très bien, je pense, c'est que le ciment, avec les années, s'il n'est pas traité comme on le fait aujourd'hui, et jusque dans les années 80, ça a été encore le cas,
eh bien, il n'était pas... voilà, il avait un problème de... Je crois qu'on appelle ça la je ne sais sûrement pas carbonification, mais carbo quelque chose. Et en fait, c'est simplement que le ciment, au contact de l'oxygène, reprend sa structure normale, c'est-à-dire qu'il se sépare entre sable et matériaux primaires et probablement il relâche du gaz carbonique ou l'inverse, où il absorbe, je pense qu'il le relâche en fait. Ma chimie est vacillante tout d'un coup sur ce point. Et donc le ciment s'effrite. En s'effritant, l'eau s'infiltre, elle touche les parties de l'armature métallique en fer, des fers à béton qui sont à l'intérieur. Et donc, avec la rouille qui s'installe, il s'éclate et il tombe. Et c'est pour ça que le ciment du 19e et du début du 20e siècle, petit à petit, doit être retravaillé. C'est pour ça que vous voyez souvent des travaux sur les pylônes d'autoroutes. Les autoroutes des années 50 doivent toutes être refaites petit à petit. De la même manière que beaucoup des grands immeubles des années 50, 60 doivent être démolis au bout d'un moment parce que ça devient trop compliqué de les maintenir et il vaut mieux les reconstruire. Voilà, pour l'instant, parce qu'on a encore beaucoup d'énergie dans ce domaine. Et bref, il y a donc cette problématique liée au ciment qui fait aussi que ces infrastructures anciennes, qui elles-mêmes étaient construites en ciment, forcément, eh bien, elles s'effritent, elles se détruisent. Mais voilà, c'est l'entropie, les amis. L'entropie, c'est une salope. Elle nous détruira tous. Elle use nos organes internes, elle use nos cellules, elle use nos corps. Nous-mêmes allons mourir. Elle use nos civilisations. Et si nous ne sommes pas des peuples travailleurs, intelligents et bosseurs, eh bien, petit à petit, la civilisation se détruit. Alors, vous allez me dire, c'est déjà mieux que les peuples qui sont ni travailleurs ni intelligents, qui n'ont même pas de civilisation. Ouais, à la limite... tu restes dans ta case, tu baises, tu meurs, et puis repeat pendant des siècles et des millénaires. Après tout, le résultat est le même. À la fin, il ne restera rien. Il restera même ta mémoire, on ne s'en souviendra pas. Au bout d'un moment, au bout de combien de générations, tes enfants, tes descendants, ils arrêtent de penser à toi, quoi. Bref, je m'égare un peu, on est loin du ciment, mais enfin, l'entropie nous aura tous. Je dis ça parce que je suis en plein dans l'écriture d'un chapitre sur la mort dans mon livre sur la peur. Et donc ça, c'est une des conclusions inévitables. C'est quand on y réfléchit. Alors là aussi, l'avantage d'être avec un QI bas, c'est que tu ne réfléchis pas beaucoup. Et donc, tu es moins angoissé par ces questions existentielles. Donc tu vas piner dans la case et tu te grattes le cul au lieu de réfléchir à la philosophie et tout le reste. Bref, l'Italie, ça reste un pays de gens bosseurs et intelligents. Donc, on a construit des choses certainement incroyables. Enfin, mes ancêtres, moi, j'ai pas construit, mais mes ancêtres, ils ont construit des trucs. Et donc, maintenant, la question, c'est est-ce qu'on est capable de les maintenir? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est une question qu'il faut se poser? Est-ce qu'on veut garder ce patrimoine? Est-ce que tout le patrimoine se vaut? Est-ce que tout doit être gardé? Est-ce que les nouveaux arrivants, ils auront même l'envie, et sans même parler des capacités de conserver ce patrimoine? Je crois que la réponse elle est vite répondue, comme dirait l'autre. Quant à... voilà, on va se rapprocher de San Giorgio, mon petit village. Et donc voilà, donc on a tous dans tous nos pays, dans toutes nos régions, cette question de se dire est-ce que nous sommes capables, est-ce que nous avons envie, est-ce que nous savons faire les choix qui permettent de maintenir ou pas ce patrimoine, parce qu'il faut aussi construire l'avenir. Nous ne vivons pas dans le passé, il ne faut pas vivre dans le passé. Alors voilà encore peut-être une des... voilà, ça c'était un des puits de... Alors, est-ce que c'était d'aération? Est-ce que c'était un truc d'aération ou est-ce que c'était un truc de... Ouais, non, je pense que ça remontait des trucs. Parce qu'il y avait beaucoup de puits d'aération, parce qu'il fallait construire... il fallait que l'air passe dans ces galeries qui construisaient. Et donc voilà. Mais c'est encore une région qui vit ici, c'est ça qui est sympa. On est à 1 heure de route de Turin, 1 heure de route de Milan, donc il y a beaucoup de gens qui préfèrent vivre à la campagne sans avoir trop finalement, sans avoir un énorme trajet.
Ça manque de transport public. Ça, c'est malheureusement pour aller d'ici à Milan en train, par exemple, c'est la galère. Alors qu'en voiture, c'est 1 heure. Alors, je sais pas quel est le trafic le matin, hein, mais en tout cas, en temps normal, c'est 1 heure. Et voilà, donc c'est jouable pour beaucoup de gens qui travaillent dans la région de Milan. Et voilà, et donc on s'approche voilà, là il y avait le jardin de mon grand-père qui venait s'occuper de ses vignes et de ses légumes. Papa de ma maman. Voilà, et le château. Où vous pouvez dormir, puisque c'est un petit hôtel. Voilà, je vous ai fait un mini témoignage des mines, mais vraiment minuscules, hein, de cette région. Ça mériterait un petit reportage. Peut-être que ça a été fait sur la télévision italienne. Il faudrait que je google ça. Allez, à très bientôt.